L'oïdium est certainement la maladie la plus ancienne sur la vigne. Elle a été identifiée en 1850 et importée encore d'Amérique du Nord. Cette maladie couvre pratiquement tous les organes verts de la vigne, les feuilles, mais également les grappes, où on peut avoir des dégâts considérables qui vont provoquer une perte de récolte très précocement. Les premiers symptômes de la maladie apparaissent très tôt, dès le débourrement, par une forme qu'on appelle symptôme de type drapeau, où le mycélium se développe au moment du débourrement et provoque un développement de la végétation en forme de drapeau couvert de mycélium blanc. Ça, c'est, disons qu'un symptôme qui est lié à la sensibilité d'un cépage comme le carignan. Mais la plupart des symptômes sont observés beaucoup plus tard sur feuilles, sous forme de petites taches à la face supérieure des feuilles, et après, plus tard, sur grappes, où l'on a des taches un peu farineuses, blanches, qui se développent sur les baies, des taches aussi brunes sur les sarments. On peut avoir sur les rameaux, sur les pétioles de feuilles, voilà, sur les sarments, on voit bien les symptômes. Puis, lorsque la grappe évolue, le mycélium provoque un blocage de l'épiderme de la cuticule des baies, qui fait que, en grossissant, la baie, elle va éclater, elle va provoquer un éclatement de la baie et qui va entraîner la possibilité de contamination par d'autres champignons, comme par exemple le botrytis. Donc c'est une maladie qui affecte gravement la qualité de la récolte et qui a des conséquences aussi œnologiques sur les futures vinifications. Le champignon est bien connu. C'est un champignon qui a deux noms, l'Insinula necator, qui maintenant a pour synonyme Erysiphée necator. C'est un champignon qui a une forme sexuée, Cleistotes. C'est, disons un champignon qui appartient à la famille des ascomycètes et qui va se développer pendant toute la phase hivernale. Et à la fin de l'hiver, au printemps, ces cleistotes sont en mesure de libérer, d'éclater leur contenu et de disséminer les ascospores par le vent et la pluie. Donc on a une possibilité de contamination très tôt au printemps, à la fois provoquée par le vent et la pluie. Alors que dans la phase asexuée, l'oïdium va se développer, disons que sur les organes verts de la vigne, et là, on n'a plus, le parasite a pour grosse difficulté de se développer, c'est la pluie. La pluie est nuisible à l'oïdium, parce que les oïdies, les conididoïdies, elles éclatent dans l'eau. L'oïdium ne se développe après, dans la phase secondaire, la phase asexuée, que grâce à l'humidité et la chaleur. Beaucoup d'humidité, sans humidité excessive, il ne faut surtout pas d'eau. Donc ces conditions-là vont faire que l'oïdium va coloniser à la fois le feuillage, les grappes, les rameaux, et plus il y aura d'humidité et de vent, parce que le vent aussi est un paramètre très important pour disséminer les conidies à distance, et également le rayonnement solaire. Le rayonnement solaire, c'est-à-dire qu'un ciel couvert, un ciel, disons que pas trop ensoleillé, avec une température pas trop élevée, crée des conditions idéales pour le développement et la réussite des contaminations. Donc, tous les cépages sont pratiquement sensibles, avec quelques différences, mais on peut dire que presque tous les cépages sont sensibles à l'oïdium. Il faut aussi savoir que l'oïdium a provoqué des pertes considérables des récoltes à la fin du XIXe siècle et au début du XXe siècle, mais c'est grâce à la découverte du soufre, à la fin du XIXe siècle, que l'on a pu sauver le vignoble de cette maladie, car aucun moyen ne permettait de combattre la maladie. Le soufre, produit d'origine naturelle, a un effet de vapeur
et détruit les spores du champignon, mais a l'inconvénient, disons, de se dégrader rapidement et d'être lessivable par le vent. Alors, dans la lutte chimique, qui doit être précédée, attention, de prophylaxie, parce que là aussi, comme pour le mildiou, la prophylaxie joue un rôle très important. Dans la prophylaxie, il faut surtout limiter la vigueur de la vigne, qui est un facteur de développement rapide de la maladie, mais également il faut disons, faire en sorte que le parasite soit plutôt exposé à la lumière et non pas, disons que, abrité de la lumière. C'est pour ça que l'on conseille en prophylaxie de pratiquer des effeuillages précoces dès la floraison, et ça permet aux parasites d'être dans des conditions plutôt défavorables. La lutte contre l'oïdium, elle est basée sur l'application d'outils d'aide à la décision où l'on met en pratique des critères de décision. Ces critères de décision permettent de bien positionner la lutte dans une période de grande sensibilité des grappes qui est comprise entre le stade boutons floraux séparés et fermeture des grappes. Cette longue période-là doit être vraiment bien protégée. C'est une fenêtre de grande sensibilité. En dehors de cette période-là, tout traitement n'apporte aucun bénéfice d'efficacité. Mais la lutte chimique, elle est basée sur, d'une part, l'utilisation du soufre, puis l'arrivée des produits pénétrants et systémiques spécifiques de la lutte anti-oïdium. Alors le soufre reste toujours une base solide, mais le problème c'est que dans les pays chauds comme le Portugal, on a, disons, une difficulté dans la rémanence du soufre qui va être altérée par les ultraviolets et qui dégradent progressivement le produit, et puis une moins bonne persistance du soufre lorsqu'il y a des pluies. Les produits pénétrants et systémiques, notamment les DMI, les IBE, mais également les strobilurines, présentent l'avantage d'être, une fois appliqués, d'être à l'abri du lessivage et d'avoir une meilleure persistance d'efficacité. Le seul problème avec ces produits, ce sont les problèmes de résistance. Et là, le Portugal a été très marqué par la résistance aux IBE, à tel point que dans les années 1980, les IBE ont été presque condamnés par la surutilisation des IBE. On était arrivé à une résistance totale et qui faisait que les produits étaient devenus inefficaces. Grâce à l'alternance de familles chimiques, faisant en sorte qu'à chaque traitement, on change de famille chimique, on peut, disons que, avoir une efficacité excellente et éviter le développement de résistance. Il reste un problème, c'est que en début de saison, lors du premier traitement, il faut faire en sorte d'intervenir avec un produit qui n'est pas concerné par un phénomène de résistance, car le phénomène de résistance passe dans le bagage génétique du parasite, et on a des gènes de résistance qui passent dans la forme cléistotès et qui au printemps, si on applique un produit qui l'année précédente a développé la résistance, on alimente la résistance. Il faut donc démarrer avec un produit qui n'est pas concerné par un phénomène de résistance et il faut terminer en fin de saison par un produit aussi qui n'est pas concerné par un phénomène de résistance pour ne pas introduire un gène de résistance dans la phase sexuée. L'efficacité des traitements est bien connue, mais elle est liée aussi à la qualité d'application où l'on doit avoir une application bien dirigée sur la zone des grappes et traitée en face par face.